Chers amis, que saurait-on de l'amour sans les mots, sans les billets doux d'autrefois, sans le courrier du cœur de la presse d'hier, ou le mensonge universel des sites de rencontres d'aujourd'hui? Mais qu'arrive-t-il quand un écrivain s'en mêle, quand il unit deux prédateurs, chacun prêt à tendre à l'autre le piège parfait, avec d'exquises prévenances? Il en résulte ce chef-d'œuvre d'humour noir signé Richard Hardwick, J.S. M. V.M. L'histoire d'un couple aimant qui cultive un penchant pour l'assassinat. Ce ménage si sympathique aurait pu graver ses initiales sur un arbre et vieillir doucement. Mais la règle est cruelle. Qui creuse une fosse pour son prochain y tombe lui-même. Pour vivre heureux, il leur eût fallu renoncer au jeu de qui tuera le premier. Mais sans crime, pas d'histoire. À peine une romance à l'eau de rose. Fermez les yeux, écoutez et découvrez comment la préméditation devient un art de vivre et surtout de mourir. J.S. M. V.M. Nouvelle de Richard Hardwick, Hitchcock Magazine, numéro 48, avril 1965. Traduction française de Jenny Orléans. Édition originale sous le titre J.S. Loves V.M. dans Alfred Hitchcock's Mystery Magazine, volume 8, numéro 7, juillet 1963. Pour Jérôme Stallet, ce n'était jamais qu'une affaire de plus. Pourtant, il devait reconnaître que, dès le début de sa correspondance avec Véronica, il avait senti quelque chose de différent. Quelque chose dans son ton la mettait à part des autres. Il n'y avait aucune des pleurnicheries, aucune de cette pitié de soi-même profondément enracinée qui imprégnait toutes leurs lettres comme le son creux d'un gong renvoyant en écho la solitude. Elles exprimaient tout cela, consciemment ou non, et il en était arrivé à l'attendre et à en jouer. Mais cet élément était absent des lettres de Véronica. Il y avait évidemment de la tristesse, mais c'était une tristesse pour le passé, et non pas quelque chose d'envahissant qu'on ne pourrait pas écarter. La seconde lettre, par exemple. Mon cher Jérôme, j'espère que vous me pardonnerez mon horrible manque de correction si je vous appelle par votre prénom, mais j'ai le sentiment étrange que notre correspondance n'est pas destinée à être éphémère, et c'est pourquoi je vous appelle Jérôme. Je pensais à vous hier soir en me préparant pour la nuit. Je me suis habitué à la solitude, tout comme j'imagine que vous vous y êtes habitué vous-même. Votre Edna, ainsi que vous me l'avez écrit, est morte depuis 2 ans, et mon James depuis bientôt 18 mois. On peut s'adapter à de telles choses lorsque c'est nécessaire et lorsqu'on ne s'abandonne pas à la faiblesse. Mais vos lettres me troublent. Elles se brisent contre le mur de réserve
que je me suis construit comme des vagues de tempête sur une grève nue, mes réveils des désirs assoupis. Aussi, assise à ma coiffeuse, ai-je repris vos deux missives, les ai-je relues, et ai-je été reconnaissante de la grâce du destin qui nous a réunis par l'intermédiaire du club. Stalé sourit, mais sans vanité. Ces lettres étaient très soigneusement rédigées pour atteindre un but bien précis et faire naître les sentiments que Veronica McCulloch avait décrits de façon si émouvante. Cette lettre était la seconde. La première avait tout naturellement montré la timidité et l'embarras qui se manifestaient toujours dans les premiers contacts. Elle semblait toute préciser qu'il y avait quelque chose d'un peu vulgaire ou de commun à devoir rencontrer un étranger grâce aux bons offices d'autres étrangers, le personnel du club d'amitié. Le nom même du club avait répugné à Staley, la Ligue amicale des seniors. Le terme senior avait sans doute été choisi par le diable. Néanmoins, Staley ne pouvait pas courir le risque d'œuvrer deux fois par l'intermédiaire de la même organisation. Aussi devait-il passer sur les petites contrariétés. Bien qu'il ne fût pas agrégé de philosophie, Jérôme Staley savait qu'avec un peu d'adresse, on peut vaincre la timidité et l'embarras. C'était un troisième facteur, l'inertie, qui était souvent plus difficile à surmonter. Les personnes vieillissantes ont tendance à s'accrocher à leur ligne habituelle de conduite, même si, souvent, elle ne les satisfait pas. C'est la ligne qu'elles connaissent. Et, après une première tentative d'évasion, elles y reviennent vite, comme attirées par une flamme invisible, et elles essaient de faire entrer leur nouvelle relation dans ces mêmes cadres. Plus importante pour Staley que la capacité de citer Freud, Jung ou Adler était son talent pratique à briser cette coquille. Le deuxième modèle de lettre de son stock était spécialement modelé de façon à écarter doucement cette réticence et les ombres du doute, à établir un climat de confiance, le sentiment qu'ils étaient, pour ainsi dire, dans le même bateau. Une fois de plus, il avait atteint son but. Et maintenant, dans la lettre numéro 3, l'idée d'une rencontre possible serait suggérée, effleurée d'abord, comme si, étant donné la distance qui les séparait, c'était à peine une probabilité. Cela devait seulement servir à aborder le sujet. La lettre numéro 3 amena une réponse appropriée, 4 pages confiantes, contenant l'espoir d'une rencontre et d'une rencontre prochaine. La quatrième et la cinquième lettre en reparlaient. Presque inconsciemment, c'était maintenant mon très cher Jérôme et ma Véronica chérie. Des photos furent échangées. La mise en scène était prête. La vedette masculine attendait avec confiance dans les coulisses. Il écrivit la lettre numéro 6 de son écriture décidée,
cette sixième lettre à laquelle il pensait avec tendresse, comme à son coup de grâce littéraire, la missive qui mettait effectivement fin à la souffrance des élus, en amenant sur la scène Jérôme Stallet en personne. Ma Véronica chérie, votre photographie devant moi, je reste là, silencieux, comme un écolier épris qui fait l'expérience des premières affres de l'amour, joyeuses et mystérieuses. Oui, l'amour, car je ne ferais que me mentir à moi-même si je ne le disais pas. Mais, hélas, je ne suis pas cet écolier, car lui voit le temps s'étaler devant lui dans toute sa prodigieuse longueur, tandis que moi et vous, nous avons atteint un point près de l'autre côté, ce côté que l'écolier ne peut même pas apercevoir. Nous sommes presque en vue de ce pâle spectre. Le temps ne peut pas être amassé, il doit être vécu. Et être seul, se voir refuser l'objet de son amour, c'est se voir refuser la vie même. Je vole vers vous, ma Véronica. J'arriverai mercredi à 17 heures. Si je ne suis pas le bienvenu, vous n'avez qu'à me le faire savoir. Votre Jérôme. C'était la lettre qui occupait invariablement la place d'honneur sous le ruban nouant le paquet. Elle était infaillible. La réponse vint, concise et passionnée, via Western Union. Elle l'attendait à l'aérogare et sa première impression fut presque de ne pas en croire ses yeux. Il la reconnut immédiatement, tout comme elle le reconnut. Comme elle venait vers lui, souriant à travers la foule, Jérôme se rendit soudain compte que la photo qu'elle lui avait envoyée ne lui rendait pas justice. En vérité, c'était étrange, car le contraire s'était toujours produit. Il avait toujours reçu des photos retouchées de façon flagrante et qui n'étaient pas du tout ressemblantes. Rides effacées, double menton supprimé, poches sous les yeux raffermis, bajoux miraculeusement absorbés, lèvres minces rendues pleines. Mais Véronica était belle, depuis la racine des cheveux blancs, coiffés avec goût, jusqu'à la pointe des pieds, chaussés de hauts talons. Jérôme, Véronica. Elle s'arrêta à 2 pas de lui et secoua la tête. Elle sourit de nouveau. Jérôme. Il fit un petit signe de tête. Véronica. Il tendit les 2 mains, les paumes en haut, et elle tendit les siennes, paumes en bas. Leurs doigts se touchèrent. C'est c'est presque comme si c'était des retrouvailles, mon cher, dit-elle. Sa voix était douce et agréable, sans rien de la dureté involontaire des inflexions cassées, du ton catarreux qui accompagne souvent l'âge. Ce sont des retrouvailles, ma bien-aimée. Nous nous sommes déjà rencontrés il y a longtemps dans mes rêves. Cette expression le surprit lui-même. Il ne l'avait jamais utilisée auparavant. En fait, il l'avait dite sans y penser.
et, étant donné les circonstances, elle ne sonnait même pas faux. Ils prirent un taxi pour aller en ville, se tenant les mains, parlant aussi librement et facilement que s'ils se connaissaient depuis des années. Elle avait réservé pour Jérôme une chambre dans son propre hôtel, un hôtel ni cher ni bon marché, confortable sans ostentation. En donnant un pourboire au groom, il en éprouva un certain soulagement. Edna était morte depuis 2 ans. Les 30 000 $ qu'elle avait laissés en assurance vie et immeuble avaient fondu jusqu'aux alentours de 5 000 $ et Staley n'aimait pas vivre en se privant. Il se retourna, souriant, et prit les mains de Véronica. Ce soir, nous allons fêter cela dans le grand style, ma chère. Il jeta un rapide coup d'œil à sa montre. Pouvez-vous être prête dans 1 heure? Je peux être prête dans une demi-heure, Jérôme. Vous ne vous imaginez pas comme j'ai attendu ce moment. Il se l'imaginait, mais ne le dit pas. Il la raccompagna jusqu'à sa porte, lui baisa la main et commença à se préparer pour une cour en cyclone. Et ce fut exactement ainsi. Par expérience, Staley savait fort bien reconnaître l'instant propice. Il savait en plus qu'à leur âge, les passions ne brûlent pas, elles mijotent plutôt. À son avis, à 9h15 ce soir-là, pendant qu'ils dansaient, Véronica était arrivée au point culminant. Très calmement, très courtoisement, d'une manière très experte, il lui murmura à l'oreille une demande en mariage. Elle accepta avec une gravité pleine de grâce. Ils furent mariés dans une petite chapelle au cours d'une cérémonie intime. Ni l'un ni l'autre n'avaient les amis ou les parents nécessaires à la célébration d'un grand mariage. Mais ils ne voulaient pas non plus d'une de ces froides unions commerciales que Jérôme assimilait à l'accouplement de wagons de marchandises attendant dans un dépôt la locomotive prête à partir. Le jeune pasteur fit le nœud et, comme il concluait par une admonestation à tous les présents de s'abstenir de le défaire, Jérôme sentit sur son bras la douce pression de sa nouvelle épouse. « Je suis tellement heureuse, Jérôme, murmura-t-elle, lui adressant un sourire radieux. Je suis tellement, tellement heureuse. Et moi aussi, mon amour, répondit-il, quelque peu stupéfait de constater qu'il le pensait vraiment. Pendant quelques instants, il sentit un vague trouble, s'étonnant de ce qui semblait lui arriver. Mais lorsqu'ils revinrent à l'hôtel, où ils avaient quitté leur petite chambre et déménagé dans un plus grand appartement avec kitchenette, ce sentiment s'était complètement évanoui. Il avait été tacitement entendu que la mariée ne franchirait pas le seuil dans les bras de son époux. Mais une bouteille de champagne glacé les attendait chez eux avec les compliments du directeur de l'hôtel. Pendant que Jérôme versait le champagne, ses pensées se reportèrent à son dernier mariage. Edna,
robuste et carré comme du bœuf en boîte, avait subi une complète métamorphose dès que les formalités nuptiales avaient été achevées. Sa façade était tombée, l'expression souriante, absurdement timide, s'était transformée en une froide détermination. Elle avait regardé Jérôme absolument comme un sculpteur dyspeptique examinant un bloc de marbre défectueux, quelque chose de très imparfait, qui pourtant pouvait être pilonné et broyé jusqu'à ce qu'il atteigne une forme satisfaisante. Le moment venu, cela avait été un véritable plaisir pour Jérôme que de supprimer Edna. En fait, s'il avait pu le faire 2 fois, il l'aurait fait volontiers. Jérôme, hein? Il se détourna vivement de la fenêtre devant laquelle il était en train de revivre le spectaculaire plongeon qu'Edna avait fait du 10e étage, et il vit Véronica qui lui souriait. Oh, pardonne-moi, ma chérie, dit-il en allant vers elle. J'étais, eh bien, on ne peut pas se débarrasser magiquement du passé, n'est-ce pas? Elle le regarda d'un air bizarre, puis leva sa coupe de champagne. Cela nous prendra du temps, à tous les deux. Durant les premières semaines de son mariage avec Véronica, Stallé se sentit rajeunir. Son pas était sautillant, ses yeux brillaient d'énergie. Et chaque fois que Véronica sortait sans lui, il s'apercevait qu'il attendait impatiemment son retour. Lorsqu'un mois eut passé avec la rapidité de l'éclair, Jérôme commença à s'étonner. Un mois était le temps le plus long que les autres eussent jamais duré auparavant. C'était Mathilda, si sa mémoire était bonne, et seulement parce qu'il avait, peu après le mariage, été atteint d'un virus et avait trouvé commode de le garder en vie jusqu'à sa propre guérison. Mais lorsque la 5e semaine se fut écoulée, il s'aperçut qu'il n'avait même pas encore établi de plan au sujet de Véronica. Elle paraissait chaque jour plus jolie. Sa gentillesse ne s'altérait pas. Elle ne faisait aucun effort pour le changer, et il se tenait souvent les mains, aussi ingénument que n'importe quels amoureux. Et sa cuisine était, pour parler comme la jeune génération, divine. Jamais, même dans les meilleurs restaurants, et Stallé avait en son temps fréquenté les meilleurs, il n'avait goûté une timbale de poulet semblable. Mais il se faisait du souci, il se faisait beaucoup de soucis. Un soir qu'il dînait aux chandelles dans un petit restaurant vénitien, il regarda Véronica par-dessus son verre de vin. Son expression devint sérieuse. Es-tu parfois effrayée par le bonheur? Effrayée. Elle secoua la tête. Je ne comprends pas. Pourquoi le bonheur effraierait-il qui que ce soit? Ce devrait être le contraire. Il eut un pâle sourire. Alors, c'est peut-être que je suis plus heureux que toi.
Véronica rit. C'est un trait de ton caractère que je n'avais encore jamais décelé, Jérôme. Elle secoua la tête, les yeux brillants. Mon jeune mari serait-il en train de vieillir? Cette idée fut pour lui une soudaine révélation. Son allusion n'avait peut-être été qu'une plaisanterie, mais s'il avait toujours été assez réaliste pour admettre l'existence de n'importe quoi, il n'avait jamais été du type à s'enfouir la tête sous l'aile, quelles que fussent les circonstances. Il avait souvent eu à faire face à l'attitude obstinée de femmes vieillissantes, à leur poursuite entêtée des chemins établis. Peut-être cette fois, étant l'intéressé, avait-il omis de la reconnaître lui-même. C'est étrange, Véronica, dit-il. Un homme de mon âge a beaucoup de difficultés à s'adapter à tout changement dans le genre de vie auquel il est habitué, même si ce changement est pour le mieux. Le regard de Véronica n'était plus aussi amusé qu'auparavant. Elle approuva simplement de la tête, but une gorgée de vin et dit « Ce n'est pas exclusivement un trait des hommes vieillissants, mon cher. » Le temps passait doucement et, de temps en temps, Jérôme se disait très fermement qu'il agirait bientôt. Mais le lendemain ne semblait jamais venir. Cette parfaite conformité de goût et de dégoût, ce rapport qui avait indéniablement existé depuis la toute première lettre, était difficile à briser. Bien souvent, ils semblaient penser à l'unisson. Pendant qu'ils écoutaient de la musique ou qu'ils lisaient, l'un faisait une remarque anodine sans pouvoir connaître les pensées de l'autre, mais la continuité était évidente. C'était un courant d'idées qui se poursuivait, comme s'ils avaient déjà été en conversation depuis quelque temps. Pourtant, le genre de vie de Staley le poussait dans la direction opposée. Les taches du léopard, spécialement du vieux léopard, ne changent que difficilement. Staley le savait, il le savait bien. Il savait que cela se rapportait à lui autant qu'aux autres. De temps en temps, il essayait de se convaincre que tout ceci n'était qu'une sorte d'illusion, que son attachement pour Véronica n'était pas aussi fort qu'il le croyait, qu'il commençait à se lasser d'elle. Mais il ne se lassait pas. L'attachement était réel et il devenait plus fort et non plus faible. Et l'attachement était la seule chose de sa vie qu'il n'avait jamais prévue. En fait, pendant longtemps, il s'y était même activement opposé. Le second mois devint du passé. Ça a été un temps très heureux de ma vie, dit Véronica. C'est presque comme si... Il leva les yeux du journal qu'il lisait. Presque comme quoi? Elle écarta la question d'un geste de la main. Rien, mon chéri, rien du tout. Nous allons au concert ce soir, n'est-ce pas? C'est du Mozart, tu sais, j'aime Mozart.
Jérôme plia son journal et soupira légèrement. Lui aussi aimait Mozart. Lorsque le 3e mois se fut enfui, il comprit que le moment opportun n'arriverait jamais. Il ne se fatiguerait jamais d'elle, ni elle de lui. Ils passeraient les années qu'il leur restait à vivre, la main dans la main. Et ce n'était pas ce qu'il voulait. Ça ne l'avait jamais été, ça ne le serait jamais. Il serait gentil. Il n'y aurait pas de souffrance. Simplement, Véronica s'endormirait et ne se réveillerait pas. Qui pouvait demander une meilleure fin? Qui pouvait offrir une meilleure fin? En fait, en y réfléchissant bien, qu'est-ce qui pouvait être une meilleure preuve d'amour? La semaine suivante, ils allèrent de nouveau à un concert. Beethoven. Tous deux aimaient Beethoven. Et lorsqu'ils revinrent à leur appartement, Jérôme et Véronica ressentaient encore l'effet persistant du pouvoir émouvant de la musique. Ce serait la nuit idéale pour agir. La semaine précédente, ils s'étaient procuré le poison et, tandis que Véronica se préparait pour la nuit, il le versa dans la carafe de Porto dont elle buvait presque invariablement un petit verre avant de se coucher. Elle fredonnait un air de la sonate au clair de lune. « Veux-tu ton verre de Porto, chérie ?» appela-t-il du salon. « Le concert était merveilleux, mon chéri, ne penses-tu pas? Tu aimes tant Beethoven. »« Oui, absolument merveilleux. Est-ce que je t'apporte ton Porto ?»« Merci, attends, non, non, vraiment, je ne pense pas que j'en boirai ce soir. La musique m'a enivré. » Il ressentit soudain une onde de soulagement en replaçant le bouchon de verre sur la carafe. Cela lui donnait encore un jour. En déshabillé et chemise de nuit, Véronica apparut à la porte, souriante. « Je me propose de te faire une timbale de poulet pour demain soir. Est-ce que ça te plaît, mon chéri ? » Cela m'enchante positivement, ma bien-aimée, dit-il en poussant la carafe au fond du buffet. 24 heures de plus et la situation redeviendrait normale. La vie d'autrefois recommencerait. L'appartement à air conditionné était une oasis après la chaleur intolérable du cimetière. C'était fait, enfin. Le service avait été convenable pour le prix et en dépit de la chaleur. Peut-être en un sens, la chaleur avait-elle été une alliée, obligeant à avancer les funérailles. Le chagrin, un vrai chagrin, était une expérience inaccoutumée. Et le plus tôt cela avait été fini, le mieux cela avait valu. Pourtant, on ne pouvait le nier. Cette fois, il y avait un réel sentiment de perte. Est-ce que cette fois-ci n'aurait pas été une faute irréparable? Est-ce que l'âge
avait reçu son tribut? Est-ce que l'attaque finale du temps apportait avec elle le besoin d'une compagnie calme et agréable, comme celle qui avait existé? Le lien avait été plus que conventionnel, il avait été un véritable lien. C'était fini, du passé, et sans douleur, ce qui en soi était une consolation. Pas besoin de remâcher des regrets, car les affaires sont les affaires, et quelque part, un nouveau partenaire attendait la lettre qui pénétrerait doucement dans son cœur. En fait, la correspondance avait, cette fois, donné naissance à de nouvelles idées, à de nouvelles approches. Il y avait eu là le développement d'un véritable talent. C'est drôle, pensa Véronica en rejetant son voile noir, comme ils avaient tous aimé sa timbale de poulet. Elle secoua ses pensées, s'accorda une pause, juste le temps de se verser le verre de Porto dont elle avait besoin depuis si longtemps, et commença de rédiger une lettre toute remplie d'un sentiment de solitude à un autre club de seniors. Seniors. Elle avait toujours méprisé ce terme. Elle s'était souvent demandé quel idiot l'avait inventé.